Oui, merci. J'ai une première question. C'est juste par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on peut du coup appeler ça agroécologie si on travaille la terre? Non. D'accord. On sait que notre agriculture biologique qui travaille la terre est disqualifiée. Et donc on essaye de les basculer vers du non-travail du sol. On fera de l'agriculture biologique quand même. Mais ça, tu as vraiment des jolis exemples dans le réseau maraîchage sur sol vivant. Et dans nos réseaux, la vachereuse, on fait des fermes comme ça aussi, etc. En fait, actuellement, on réadapte les pratiques agricoles. Et on voit bien que les gens qui ont compris, les revenus sont meilleurs dans les fermes, et il faut à peu près 5 ans pour sortir un mec de la merde. Au début, c'est hard, c'est très très long. 5 ans de transition. Comment ? 5 ans de transition. Ouais, en fait, c'est pas ça. C'est souvent, tu tombes sur des fermes où c'est très dégradé, les sols, mais aussi l'argent. Il n'y a pas de revenus. Et donc, de remettre quelqu'un debout sur les principes du recyclage, de l'autonomie, etc., c'est très long, parce que tu démarres souvent très, 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 très bas. Donc, on compte que la transition, c'est 5 ans. En règle générale. J'en en fais quelques-uns. Moi, il me faut, je vois, quand c'est très dégradé, 5 ans de boulot. Et le gars, il faut qu'il appelle. Tu peux pas le laisser tout seul, parce que c'est tout le monde est à l'envers de ce qu'il va faire. Donc c'est très 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 compliqué pour les gens, en fait. Donc on crée des réseaux qui sont invisibles, mais qui ont pour mission d'asseoir la faisabilité, la reproductibilité, en fait. Donc ça va doucement, mais ça va sûrement. Oui. Oui, bonsoir. Moi, je m'appelle Damien, je suis petit maraîcher au nord du Béarn. J'ai participé un peu dans l'ombre à l'organisation de cette soirée. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce que j'ai vécu à travers l'organisation de la soirée, le déroulé de la soirée aussi, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, moi, je trouve que en plus de tout ce que a dit Conrad concernant le fait il va falloir juste replanter massivement en quelque sorte. C'est une expression qu'il emploie déjà depuis longtemps, parce que j'ai déjà entendu des conférences sur YouTube depuis assez longtemps. En plus de ça, moi ce que je pense, c'est qu'il va falloir juste nous tous les humains, tous différents, arriver juste à s'écouter, à se parler et à se comprendre. Je prends un exemple. Là, Conrad nous a parlé de l'histoire de l'énergie avec EDF, etc. Donc, il prend l'exemple dans la maison passive, dans une maison où il y a une pompe à chaleur. S'il n'y a pas le panneau photovoltaïque qui va avec, ça n'a pas de sens. Mais on peut voir le système d'une autre manière. On peut imaginer une maison passive où il n'y a pas de pompe à chaleur, où la production d'énergie, elle se fait autrement. Donc là, on sort carrément du système dont il parlait. Pareil, tout à l'heure, quand il parlait de Marc Dufumier, en disant que c'était pas sur l'émission politique, c'était sur une émission du samedi que j'ai écouté, c'était un débat à l'occasion du salon de l'agriculture, où il y avait notamment Christian Lambert qui était face à lui, et il y avait aussi l'ancien ministre de l'Agriculture de Normandie avec Orsena, que vous connaissez, l'ancien conseiller ou je sais plus de Mitterrand, un écrivain connu. Et en fait, Marc Dufumier, c'était le seul sur les 4 qui tenait un discours qui rejoint celui de Conrad. Alors, Conrad, je sais pas, t'as peut-être eu des soucis avec Marc, j'en sais rien, mais peu importe. Mais Marc Dufumier, quand même, il a exprimé des choses. Je vous invite vraiment à réécouter en podcast, en replay. C'était génial. Moi, j'étais ouf, enfin, il y a un petit peu. On n'a pas du tout parlé d'agroécologie pendant cette crise de la vache du monde agricole, et qui n'est pas fini. Mais finalement, d'entendre Marc Dufumier à 3 reprises pendant 2 heures le samedi midi, ça m'a... Yes, enfin, un petit peu. Donc, après, pour ce qui est du travail du sol, moi, personnellement, je commence à m'intéresser à un type d'agriculture qui s'appelle l'agriculture syntropique, que connaît forcément Conrad. Donc, j'ai fait ma première plantation, je l'ai fini juste avant la pluie, avant-hier, donc jeudi dernier. Et donc, je commence à m'intéresser à ça, j'ai fait une formation, etc. Et dans les systèmes où en supposant qu'on va décider de planter des arbres fruitiers en syntropie, à partir d'une prairie classique, il y a quand même besoin, juste au démarrage, de perturber un minimum le sol pour remettre en route la succession écologique, etc.
Et là, une fois que les plantations sont effectuées, l'homme va intervenir comme il le fait en agroécologie, en agroforesterie tel qu'il nous l'a présenté, c'est-à-dire perturber le système. Voilà, donc Conrad, tu vas pouvoir en parler. T'en as parlé déjà un peu dans la conférence ce soir, c'est l'idée qu'à un moment donné, dans le système, il y a un animal, ça peut être nous, ça peut être un animal dans la nature, qui va perturber en fait le végétal pour booster en fait sa croissance et la fertilité globale du système. Voilà, j'arrête là parce que sinon je pourrais parler pendant 3 heures. Merci. Je te rejoins complètement. En fait, pour la petite histoire, Marc Dufunier, dans une autre vie, il était un militant effréné de l'agriculture biologique qui travaille le sol justement. Et donc c'est ça qu'on lui reprocherait, de recadrer un tout petit peu qu'il ne fait pas. Mais bon, à part ça, c'est pas très grave. En fait, le système, quand on commence à les reconstruire, on les perturbe une dernière fois. C'est-à-dire, il faut mettre de l'ordre. Des fois, on travaille le sol, on le nivelle, on le fissure, on intervient pour le projet de végétalisation que l'on va déterminer avec un agriculteur. Et donc, cette phase-là, elle est complexe. Alors en fait, quand je dis on ne travaille plus la terre, c'est l'objectif ultime. Et à un moment donné, un agriculteur, il va être un petit peu dans le gris, surtout quand il doit apprendre. Et donc dans ces phases-là, un petit peu particulières, on tolère les écarts. Mais l'objectif, c'est aller vers le végétal et la biologie partout, en fait. Et donc, bon, c'est jamais facile parce que c'est toujours un petit peu à réinventer. Il n'y a plus un agriculteur comme un autre, chacun a son projet, chacun a sa terre, chacun a son pédoclimat. Et en fait, on sait que le modèle, ce sera le même, mais les façons de le gérer, ce sera très différent d'un bout à l'autre. En fait, il n'y aura plus l'uniformité que vous connaissez aujourd'hui, si vous voulez. Il y a une question là-bas. Oui, je suis agriculteur de Pyrénées. Je suis à non-labour de conservation des sols depuis 2016. C'est vrai qu'il y a des progrès qui sont faits. La question, c'est le maïs, c'est une très bonne plante alors. Oui, c'est sans doute la meilleure et qui va nous sauver la peau avec les vaches. Et pourquoi elle est décriée par tous ces écolos En fait, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. On ne peut pas parler d'autre chose. Et à un moment donné, le maïs, en fait, il nous a été présenté comme un véritable monstre, celui des civilisations éphémères des Amériques. Et en fait, les civilisations, ce n'était pas éphémère, c'est nous qui en avons exterminé une bonne partie. Et en fait, le maïs, pourquoi il est tant critiqué, en fait, c'est parce qu'il est quand même quelque chose qui vient heurter de plein fouet ta propre culture que tu as héritée du croissant fertile. D'accord ? Et donc, il y a une espèce de regard tronqué qui est dans la culture et dans l'idéologie. Et nous, on sait parfaitement que le maïs, c'est plutôt un bon allié puisqu'il va être en végétalisation maximum quand il fait le plus chaud. Donc, en fait, il est capable de faire du froid et de la photosynthèse quand il fait chaud réellement. Alors que le blé, lui, il fait plus rien. Et donc, pour moi, c'est de l'ignorance. L'ignorance, savoir ce que c'est voulu pour qu'il y ait... On décrit le maïs à tout va, on décrit... Oui, mais ça fait partie... Les nouvelles pareilles... Regarde, qu'est-ce que c'est qu'un maïs? C'est intéressant. Le maïs, c'est la céréale la plus productive du monde que tu peux mener en monoculture. C'est incroyable. Ça peut faire 30 tonnes de grains. C'est colossal. Et donc, tu vas quand même te battre contre une plante comme ça. Donc, l'idéologie peut t'aider à ça. Et donc, dès que tu mets du maïs, tu peux aussi bouger ton climat, parce que c'est la plante qui séquestre le plus de carbone de toutes les plantes cultivées. En fait, tu vois bien qu'il y a quelque chose à l'œuvre qui n'est pas correct. Et à Sainte-Soline, quand on se bagarre contre les bassines, on ne dit pas qu'il faudrait ici, là, semer du maïs ou quelque chose pour végétaliser en plein été. Ça ne fait pas partie du débat, si vous regardez bien. Et c'est là qu'on trompe les gens, en fait. Oui, parce qu'on est arrivé juste un cas particulier. On a eu un associé qui a eu un master en biologie et il s'est installé dans cette année. Il est parti 20 ans aussi. Il était contre le maïs, il était contre les sols. On a semé les couverts trop tard. Enfin, je ne comprenais pas trop son raisonnement. Oui, oui.
Non, un maïs, ça se sème tôt, ça se récolte tôt et on sème un couvert tôt. D'accord? C'est tout à l'envers de ce qu'on fait. Après. Mais ça rebondit juste à Oui, oui, non, mais je veux dire, pas oublier le petit. Merci. Moi, j'avais une question. Là, on parle de l'agriculture, des agriculteurs, que c'est un peu eux qui sont responsables, qui ont la responsabilité du coup des sols. Mais il y a aussi, en ce moment, je trouve qu'il y a un gros problème au niveau de la gestion des forêts et des bois, et que de plus en plus, on va utiliser le bois pour tout. Notamment pour faire, ici il va y avoir une entreprise de biokérosène, donc utiliser le bois pour faire du kérosène pour faire rouler les avions. Et ça c'est une entreprise parmi tant d'autres, rien qu'au niveau français ça devient énorme, l'utilisation du bois pour faire du kérosène par exemple, et donc ça engendre des coupes rases et donc pareil des sols nus. Et ensuite, une replantation en général de sapins, donc une forêt uniforme, toute plate, voilà. Et donc ça, c'est aussi qui va vous faire chauffer tout le système. Voilà. Donc je pense que ça devient quand même un gros problème et qu'on n'en parle pas beaucoup encore, mais voilà, je pense qu'au niveau européen, il faudrait faire bouger les choses et légiférer là-dessus, quoi, sur la gestion de la forêt et qu'est-ce qu'on en fait du bois, quoi. En fait, la forêt, ils savent très bien la gérer. Ça s'appelle de la forêt jardinée, un petit peu. En fait, globalement, on prend que les arbres en maturité et on laisse repousser tous les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus jamais de coupe rase. Mais ça, c'est une forêt qui produit plus que celle que vous coupez à ras, mais qui est plus complexe à gérer. Et donc, en fait, les milliardaires, ils n'aiment pas dépenser de l'argent. Ce qui les intéresse, c'est rapidement du bénéfice. Donc, on fait des coupes rases. Et on sait que quand on fera une coupe rase, eh bien, on aura chauffé le climat, puisqu'on n'aura plus l'évapotranspiration, vous abîmez le sol, vous allez le cuire, comme là, etc. Donc, c'est une catastrophe. Donc, il faut prendre les arbres un par un, là où ils sont, quand ils sont mûrs. C'est un vrai débat, l'ONF par exemple. Oui, bonsoir. Alors voilà, nous nous retrouvons 4 frères et sœurs à avoir une succession d'une ancienne corde de ferme. Et en fait, on aimerait bien du coup la rénover. Et là actuellement, on est en train de chercher idéalement quelqu'un qui pourrait reprendre la ferme. Donc du coup, je me demandais si vous auriez des contacts en maraîchage sol-vivant pour voilà, éventuellement avoir des porteurs de projets. Alors, c'est quelque chose qui me botte très bien et il y a un gros potentiel. Voilà. Alors personnellement, j'en ai pas. Tu trouveras sur Internet le contact par les serres de Marcel et ils ont un site Internet où on a organisé une asso dynamique qui tient des carnets d'adresses, etc. D'accord, parce que je suis allé sur le site internet MSB. Oui. Je suis tombé, j'ai trouvé une adresse mail et j'ai envoyé un mail et j'ai pas eu de réponse. Non, mais essaye de trouver un numéro de téléphone et casse-leur les pieds. Ok. Hein? Ouais, je vais. Parce que, en fait, dans ces réseaux-là, on croise beaucoup de gens porteurs de projets malgré tout. Donc, on ne sait pas où ils sont. Merci. Merci pour votre présentation. Alors, juste pour vous répondre, il y a un interlocuteur, il y en a plusieurs, mais il y a la BDEA, je pense, qui est peut-être présente dans la salle, qui peut aider à trouver des porteurs de projets. Et sinon, il y a Terre de Liens, qui a un site qui s'appelle Objectif Terre, sur lequel vous avez des porteurs de projets et des personnes qui cèdent leur ferme. Alors, par rapport à la question de monsieur, j'ai vu une étude il y a assez longtemps sur le changement du climat en Béarn lié à la plantation du maïs. Parce que le maïs nécessite beaucoup d'irrigation.
Et il n'y a pas très longtemps, il y a eu les 20 ans d'une structure ici qui s'appelle la Cueillette de la Ragnon, où il y avait un certain nombre d'intervenants qui critiquaient la culture du maïs par rapport à notre région et par rapport aux besoins en eau. Donc, est-ce que vous pouvez expliciter là, j'avoue que je comprends plus, quoi. On va y aller plein pot. En fait, le maïs, si vous cultivez du blé, vous avez besoin de 1000 litres d'eau pour faire 1 kilo de blé. D'accord? Quand vous cultivez du maïs, vous avez besoin de 450 litres d'eau pour faire 1 kilo de maïs. Donc le maïs, il est 2 fois plus efficace que le blé dans l'utilisation de l'eau. À quelle période? Eh ben, le maïs, il utilise l'eau, on va dire juin, juillet, août. Voilà, après septembre, il va brûler. Oui, mais tu n'as pas d'eau parce que tu as séché le système avant, si tu veux. En gros, le problème de l'eau, il ne se pose pas du tout en termes d'irrigation. Il se pose en termes de fertilité du sol, de taux d'humus et de réserves utiles dans le sol. Et en fait, quand on restaure les sols, justement, le travail qu'on fait avec les agriculteurs, un sol en bon état qui est couvert en hiver avec une plante vivante, il peut garder en stock 1,5 mètre d'eau qui tombe tout le reste de l'année, c'est-à-dire en hiver. Et donc, le sol, il a une capacité à fonctionner sur l'eau, c'est-à-dire à la stocker et à la restituer à une plante. Et ça s'appelle des techniques de gestion avec des sols couverts, pas le travail de la biologie partout et de l'humus partout. Et en fait, c'est ça qui manque. C'est pas pour ou contre. Ensuite, quand tu vas utiliser de l'irrigation, eh ben, si tu as un lac collinaire qui récolte de l'eau, qui percole dans le fossé, etc., c'est de l'eau perdue. Donc de toute façon, tu peux la stocker et arroser. Le problème de l'irrigation, c'est de pomper dans une nappe réellement. Parce que cette nappe, tu sais pas comment elle est réapprovisionnée par l'eau de surface. Et tant que tu es en irrigation superficielle, il devrait y avoir quasi aucun problème. Et donc, en fait, avec l'irrigation, ce qu'on a appris avec les agriculteurs, c'est que là où on mettait 2000 mètres cubes d'eau à l'hectare, aujourd'hui, on sait faire la même chose avec 700. Donc, tu as divisé par 3. Donc, ça veut dire que pour la même réserve d'irrigation, tu peux irriguer 3 fois plus. Et en fait, il y a moyen de gérer intelligemment l'eau. Mais ça va commencer par changer les pratiques agricoles. Et donc, c'est une complexité énorme parce que la politique n'y est pas. Donc, on voit les agriculteurs au cas par cas, en fait. Là ou ailleurs, mais au cas par cas. Donc tu vois pas en fait en tant que public, tu sais, c'est pas massifié. Donc ça reste toujours très complexe, donc on recommence, on couvre les sols, la première plante, en fait quand tu as un tas de sable, tu es obligé d'irriguer. Pour faire pousser une plante dans un tas de sable, pour avoir de la matière organique, tu amènes du N, du P, du K, un désherbant et de l'eau. Tu fais de la matière organique, si tu la gères correctement, au bout de quelques temps, tu auras de plus en plus d'humus et de matière organique dans le sol. Donc tu peux commencer à enlever des choses. Par exemple l'azote, ou alors le P, ou le K, ou la chimie, ou l'eau. Et en fait, au bout de 20 ans, quand tu as reconstruit ton système, tu peux quasi tout enlever. Parce qu'on travaille sur l'autonomie, la fertilisation, etc., sur l'azote et compagnie. Et donc on se rend compte qu'en fait, la politique, elle ne s'y met pas. Parce qu'en fait, elle a besoin de gens dépendants. Dépendants à l'azote, aux pesticides, à l'irrigation, à l'intrant, aux semences. En fait, exactement comme nos gars d'EDF. Et toute ta politique te rend dépendant. Bonsoir. 2 points divers. Un, il paraît que quand il y a trop de nitrate dans le sol, ça provoque l'échauffement, justement l'échauffement qu'on a connu ces derniers étés. Donc trop de nitrate et pas assez de carbone. Deuxième point, tant que j'ai le micro, avec quoi couvrir le jardin l'hiver? Alors on va commencer par le jardin. Des feuilles mortes, des branches, tout ce que vous taillez de la haie, faites sécher la pelouse pour avoir du foin et ramenez le foin. Donc ça, c'est pas des plantes vivantes. Non, mais c'est la litière morte, et puis toi tu vas semer quelque chose pour des salades, de la mâche, je sais pas quoi, pour que ça soit des plantes vivantes que tu vas manger. Et après, pour le dossier des nitrates, je ne sais pas si c'est vrai, mais on sait que les nitrates sont le pire des produits pour l'agriculture.
Ça détruit les mycorhizes, ça compacte les sols, ça pollue l'eau, c'est toxique pour la plante est malade par un excès de nitrate, et peut-être que ça fait chauffer le sol, et on pense que ça fait monter les pH de toute façon, et un sol qui a un potentiel hydrogène qui monte, c'est-à-dire un peu d'hydrogène à l'intérieur, il va chauffer plus qu'un sol qui a un pH bas. Donc là, on pourrait se rejoindre. Oui, bonjour à tous. C'était pour répondre à la dame aussi devant, là, par rapport à la mauvaise, réputation du maïs ici. Si on regarde un petit peu sur le pont long, les terres, elles sont autour de 6% de matière organique, ils se prennent un orage et ils passent l'été. Si vous êtes à l'entre-deux-gaves, et là où il y a des parcelles au milieu des bois, il se trouve qu'on se prend des orages, un coup du gave de Pau, un coup du gave d'Oloron, et puis chez les agriculteurs, ça fait plusieurs années qu'ils n'ont toujours pas sorti les enrouleurs, alors qu'on parle de sécheresse. Voilà. Donc la réputation du maïs aussi, c'est que l'eau que vous buvez, elle est captée sur bord, et puis qu'il y a des taux de pesticides qui sont importants. Ça a été des captages qui ont été classés comme un M, machin, je t'en passe, c'est des meilleurs. Donc c'est pour ça qu'elle a une mauvaise réputation, cette culture ici. Et puis surtout, c'est que les coopératives ici, ça s'appelle Maïs Adour en bas, Euralis, tout tourne autour du maïs, donc effectivement, les agriculteurs, ils sont pris aussi bien de l'amont et de l'aval, ils sont pris dans un étau. Voilà. Je peux plus compléter. Oui, c'est juste, parce qu'on pourrait en dire beaucoup sur les coopératives. Mais c'est vrai qu'il y a un étau qui les étrangle. Voilà. Bien, je crois que la conférence va bientôt terminer, donc il y a encore quelques questions. On va devoir évacuer entre guillemets la salle et la médiathèque aussi. Donc les dernières questions, si vous les avez. Je voudrais juste recentrer le débat qui était le débat et la conférence qui était magnifique. Conrad, je pense, a donné plein d'informations qui sont importantes, que vous pourrez ensuite vous traiter personnellement. Je refais une petite, je vais peut-être aller sur une autre facette de la chose au niveau de la mondialisation. Il faut dire qu'en France, nous avons malheureusement dans les pouvoirs, on va dire ça, des élites. Ces élites-là qui gèrent le pays. Maintenant, on a parlé au début avec Conrad, il expliquait un petit peu comment ça se passait et les confusions qu'il y avait entre ces élites et le monde de la politique, le monde, de l'administration, et ensuite la partie qui était le monde industriel avec les liens qu'ils avaient. Donc l'élite française est quand même, un gros aspirateur à euro, il faut le savoir. Et ça, je pense que c'est une partie importante du système et du blocage du système. Donc on en reparlera peut-être, ou vous essaierez d'avoir de l'information, mais il faut aussi aller dans cet univers-là, essayer de mettre de l'ordre dans cet univers-là pour pouvoir ensuite faire des enchaînements qui seront plus naturels, on va dire. Je vais encore laisser le micro sur 2 questions, après il y aura le président qui va conclure. Conrad peut-être aussi dira son mot. Qui c'est qui veut le micro? Tout à l'heure on parlait de l'azote. Est-ce que les formes d'azote nitrique ammoniacal, certaines sont plus nocives que d'autres? En gros, si tu veux sortir des pesticides, il faut supprimer tous les nitrates du système agricole. Alors, j'en suis sûr, je sauterai dans le feu. D'accord? On en a fait plein des expériences et donc on s'est intéressé à l'azote biologique. Quel est l'azote qui fait pousser les plantes dans la nature? Parce que les plantes poussent toutes seules en fait. Eh bien, les plantes, elles commencent par gober des bactéries qui s'appellent des azotobactères. Ensuite, elles gobent des morceaux de bactéries qui sont des protéines qu'on appelle des acides aminés. Donc ça, c'est des azotes non lessivables dans la biologie. La troisième forme d'azote qu'adorent les plantes, c'est de l'urine.
biologie fait pipi. C'est un standard de la biologie. L'urine. L'urée, en fait. D'accord? Donc les plantes adorent l'urée. Et la quatrième forme d'azote qui va arriver, c'est l'ammonium d'une azote qui est NH4. Donc il y a 4 hydrogènes sur un azote. L'ammonium, si tu veux. D'accord? Et les nitrates, ils arrivent à la fin. Et la plante, en règle générale, elle n'aime pas trop ça. Mais nous, on commence par la fin. C'est tout. Oui, j'étais enseignant dans l'agriculture à différents niveaux. Et pour moi, revivifier le sol, c'est lui apporter effectivement, comme vous l'avez souligné à plusieurs reprises, beaucoup de matière organique pour que tout cet ensemble-là se transforme en acide humique. Cet acide humique qui est capable de retenir des quantités énormes d'eau. Et donc là, partant de pluie, c'est ce complexe-là qui va retenir l'eau, qui va permettre une percolation lente pour remplir les nappes phréatiques, à condition que les vers ne soient pas tous tués également. Donc, avoir un sol très riche en matière organique, c'est-à-dire jusqu'à 6,5%. Il y en a ici, pas loin d'ici, sur les plateaux. Donc des terres qui n'ont pas besoin d'engrais, qui n'ont besoin de rien. Et la matière azotée également, la matière azotée qui vient d'Ukraine, c'est bien. Ça coûte moins cher que de le produire ici. Mais ça coûterait beaucoup moins cher de mettre, comme vous l'avez dit également, des légumineuses, la févrole, la luzerne, enfin, etc., qui sont nécessaires pour nos animaux. Et donc, on n'a plus besoin de soja. Et également, enfin, certaines plantes qui sont dites mauvaises, l'ortie, etc., sont des plantes extrêmement riches. La marante, par exemple. Donc voilà, donc pour conclure, oui, effectivement, plus le sol va digérer du carbone, c'est-à-dire de la paille, du bois, etc., plus il est capable de reproduire de l'azote avec. Et donc en fait, on a donné une équation de la fertilité du sol qui est très simple. Plus le sol mange du carbone, plus il va produire d'azote à travers la biologie. Et en fait, on connaît la ration de l'autonomie d'un système. C'est 20 tonnes de matière sèche équivalent paille par hectare et par an. Et là, vous faites 100 quintaux de maïs gras, avec 0 apport. Mais il faut donner à manger aux vers de terre et à toute la chaîne du vivant dans une maison en bon état. Ok, bon, on va clôturer la conférence. Merci Conrad pour ce brillant exposé qui était très technique. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes du monde agricole qui étaient très intéressées. Donc je les invite à se rapprocher de Conrad pour toutes les questions techniques. Quant à moi, si vous voulez, en tant que défenseur de droits de l'homme, je pense que le plus grand danger pour l'ensemble de l'humanité, et comme je l'ai dit au début de la conférence, une organisation internationale mafieuse pratique occulte douteuse, nous pouvons lui donner un nom, c'est le nouvel ordre mondial, ce qu'a dit Conrad. Il s'appuie sur la grande finance internationale, ça a été dit aussi, avec une myriade de réseaux qui ont infesté tous les États, pris le contrôle de la plupart des institutions, partout, sur la planète et surtout dans le monde occidental. Derrière cette mafia en col blanc, il y a des personnes, il y a des familles entières de parrains de la mafia, de cette mafia, qui se partagent toutes les richesses de la planète. Tout est bien identifié, tout est bien, et ils sont bien identifiés. Il ne manque plus qu'un grand mouvement international de résistance sur toute la Terre pour les mettre hors d'état de nuire. Ce mouvement, il débute dans notre quartier, il débute dans notre ville, dans notre région, dans notre pays. Nous devons informer, continuer à informer et convaincre nos concitoyens du danger imminent, du danger imminent. Donc la population doit se réveiller. Le réveil est bien souvent accompagné d'une gueule de bois. On essaie de nous faire croire que nous sommes dans un monde de bisounours. La réalité, c'est que la guerre est à nos portes, avec toute la misère qui va avec. Et si vous voulez que ça change, il faut que l'on se rassemble avec toutes nos différences et que l'on travaille ensemble.
soit en partenariat, sur des thématiques sur lesquelles nous avons des idées et des analyses communes, en mettant de côté celles avec lesquelles nous pouvons avoir des divergences. Avoir des divergences, c'est aussi une richesse. Cela nous permet d'avancer dans la compréhension de l'analyse des situations que nous vivons. On peut se parler sans forcément en venir à l'affrontement. Soit en nous rejoignant, ou si vous pensez que nos positions sont adéquates avec vous correspondent dans leur ensemble et vous correspondent, nous vous invitons alors à nous rejoindre. Nous avons besoin de beaucoup de volonté et de compétences dans tous les domaines. Voilà ce que nous pouvons vous proposer aujourd'hui, nous, l'association Action Pyrénées. Je pense que la démarche est correcte et honnête. J'insiste sur le fait que nous sommes dans l'urgence. L'agenda du nouvel ordre mondial avance à grands pas. Il faut que nous soyons le grain de sable qui bloque cette redoutable et diabolique machine. Je terminerai sur une note d'espoir. Fort de ce que nous avons entendu ce soir, ne croyez pas qu'ils ont gagné. Tous ensemble, nous avons le pouvoir et le devoir de tout changer, même si la partie s'avère difficile, on va y arriver. Bon, je vous remercie pour sa remarquable prestation et je vous remercie de votre attention. À très bientôt.